Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super, impeccable. Bienvenue à ma conférence de l'exclusion à l'inclusion, l'accessibilité numérique pour tous et toutes. Est-ce que parmi d'entre vous, vous connaissez un peu le sujet de l'accessibilité numérique ou pas? Oui? Bon, une petite partie, bon, bah, ça tombe bien, vous allez découvrir un peu le sujet. D'abord, je vais me présenter, je m'appelle Emmanuelle. Je suis développeuse chez Shodo. Shodo est une ESN spécialisée dans le développement et qui est très à la pointe sur les questions d'inclusion au sein de l'entreprise, qui milite pour l'inclusion, pour la transparence salariale, pour la justice sociale. Elle met en place pas mal de mesures pour favoriser l'inclusion des femmes dans la tech. Et pas seulement. C'est une chouette boîte dont je suis fière de représenter et dont je travaille pour Shodo depuis 1 an. Je suis également sourde de naissance avec 2 implants cochléaires, donc c'est des appareils auditifs mais perfectionnés. J'aime bien dire que je suis bionique parce que mes implants cochléaires sont connectés. Et je fais pas mal partie de plusieurs associations. En premier, de l'association internationale, dont le groupe de travail CNCF, Deaf and Hard of Hearing Working Group, qui est un groupe international qui réunit les professionnels sourds et malentendants du monde entier pour justement contribuer à faire véhiculer les référentiels d'accessibilité en faveur des personnes sourdes et malentendantes. 3 associations féministes qui méritent de faire parler d'elles parce qu'on a très peu de femmes dans la tech, donc pour les promouvoir, c'est important. Donc, nous avons Yeso qui va faire beaucoup de mentorat pour les développeuses. Duchesse France, beaucoup d'entre vous connaissent bien, qui a construit un sacré réseau de femmes de la tech. Et Opposité, une jeune association qui aussi milite pour l'inclusion des femmes et des personnes non binaires. Et depuis septembre, tout récemment, je suis fière de faire partie du programme de UL Women's Media pour porter le message de l'inclusion des personnes handicapées dans la tech et des femmes dans la tech. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petite, je ne pouvais pas téléphoner à cause de ma surdité. Je voyais ma sœur aînée, elle est entendante, elle passait tout son temps au téléphone avec ses copines. Et moi, je dis, mais je ne peux pas téléphoner à mes copines, je suis obligée de demander à maman de téléphoner à mes copines pour un petit outil avec les copines pour sortir, prévoir des sorties. Forcément, maman, tu sais tout. Je n'étais pas totalement indépendante. Alors forcément, j'étais envieuse de ma sœur qui passait des heures au téléphone. Et moi, le téléphone, privé téléphone. Donc j'étais totalement exclue de ce phénomène et tout le monde utilisait. Un peu plus tard, et puis un jour, mon père, il a acheté un super ordinateur. Vous vous souvenez des ordinateurs fixes qu'on mettait dans un bureau? Et je t'ai ouvert cette machine. Puis je t'ai ouvert MSN. Tu te souviens de MSN? Voilà, la génération MSN. Qui m'a permis de me connecter au monde entier. Pour la première fois, je me suis sentie incluse. Je pouvais discuter avec mes copines par écrit pendant des heures. Ça m'a complètement ouvert les possibilités de la communication, le pouvoir de la communication. D'un coup, j'étais exclue du téléphone et d'un coup, j'étais devenue incluse dans la communication grâce à MSN. Et pour la petite histoire, avant, il y avait un DSL. Ma sœur, qui passait tout son temps au téléphone, et moi, qui chattais tout ton temps avec mes copines, et ma grand-mère, qui essayait de nous joindre au téléphone. Mais votre lit est toujours occupé. Donc, voilà, c'était bon vieux temps. Et puis, quand j'avais 16 ans, j'ai eu un téléphone mobile, Nokia 3310, et j'avais un super forfait, un forfait mot à mot spécialisé pour les personnes sourdes et malentendantes, qui faisait, j'avais 200 textos par mois pour 15 € par mois. C'était rien comparé à ma sœur qui avait un super forfait pour genre 30 ou 40 €, des heures au téléphone, mais 20 textos.
Et évidemment, elle passait aussi son temps à texto. Elle dit, mais est-ce que je peux te shipper un texto? Moi, tu avais 200 textos sur mon téléphone. Et je passais évidemment des heures à textoter à mes copines. Là où ma sœur a téléphoné, moi, je textotais. Ça continue aujourd'hui. Mais c'est vrai que la technologie, pendant toutes ces années, ça m'a permis de me connecter au monde et ce qui m'a donné envie de devenir développeuse. Où le fait que j'étais complètement exclue du monde du téléphone, Internet m'a permis de me sentir excluse. Et donc, vous savez, à l'origine, savez-vous que les SMS à l'origine ont été d'abord créés pour les personnes sourdes et malentendantes. Il y avait l'ingénieur qui s'appelait Matti Mahonen, un ingénieur finlandais qui travaillait chez Nokia dans les années 90. Au d'un déjeuner, avec ses collègues, il s'est dit, mais comment rendre accessible le téléphone aux personnes sourdes et malentendantes? Vous avez les SMS. Ensuite, vous avez les télécommandes. Dans les années 50, on a l'ingénieur Eugene McDonald qui a développé une télécommande pour les personnes à mobilité réduite. Pourquoi? Parce que les personnes à mobilité, à l'époque, avec la télévision, elles ne pouvaient pas s'approcher de la télévision pour allumer et éteindre la télévision, pour changer le volume et changer de chaîne. Et du coup, les télécommandes, elles ont permis de leur faciliter la manipulation. Ça a du sens en tout poste. Et la télécommande, dans les années 50, ça s'appelait les e-books. Il y a aussi les livres audio. Et vous saviez, à l'origine, les livres audio étaient aussi pensés pour les personnes aveugles et malvoyantes. Nous avons la grande bibliothèque de New York dans les années 30. Ça remonte loin, qui a réfléchi à comment rendre accessibles les livres de la bibliothèque à ses citoyens aveugles et malvoyants. On a les livres audio. Et enfin, je ne vous présente plus les sous-titres qui ont été d'abord conçus pour les personnes sourdes et malentendantes. Toutes ces innovations telles qu'on les connaît, elles sont devenues totalement universelles. Tout le monde les utilise. Alors, à l'origine, c'était conçu pour les personnes handicapées. Ah, vous ne saviez pas ces histoires. Le fait de l'accessibilité numérique, on pense en général c'est conçu pour les personnes handicapées, mais au final, tout le monde l'utilise. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Parce que imaginez aujourd'hui avec les sites Internet. Imaginez que les personnes handicapées ne puissent pas accéder au contenu numérique parce que les sites Internet aujourd'hui ne sont pas accessibles. Oui, en 2024, il y a des sites Internet qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. On a des solutions technologiques, je vous ai dit là plus tôt, qui sont devenues accessibles pour une partie de la population, mais Internet, pourtant, il est accessible? Non. Un petit rappel, dans le monde entier, il faut savoir que 1,3 milliard de personnes sont handicapées dans le monde. 1,3 milliard. C'est énorme. Et or, c'est un chiffre qui est complètement sous-estimé, parce que tout le monde ne déclare pas son handicap. Soit parce qu'ils ne veulent pas déclarer un handicap par peur d'être stigmatisés, par peur de préjugés, d'être discriminés, soit ils ne savent pas qu'elles ont un handicap. Le parcours pour faire reconnaître le handicap peut être fastidieux. Ou alors, le handicap, avoir un handicap, on peut l'avoir hors de sa vie. Donc vraiment, c'est vraiment un chiffre sous-estimé. Et en France, une personne sur 6 est concernée par le handicap. Là, aujourd'hui, c'est un chiffre sous-estimé. Nous avons plusieurs types de situations de handicap. Si vous avez assisté à la conférence de Noélie, j'ai la même représentation. C'est vraiment un bon schéma de Microsoft Easy Design pour montrer que le handicap, ça ne touche pas les personnes handicapées. Nous avons le handicap permanent. Mon handicap, ma surdité est permanente. Je ne deviendrai jamais entendante.
à moins que Lourdes hérisse un jour ma surdité, mais ça m'étonnerait. Donc, nous avons aussi le handicap temporaire. Donc, le fait, par exemple, je prends une personne qui a le bras cassé, elle ne pourra pas utiliser sa souris. Et donc, elle va utiliser la vie pour naviguer sur Internet. Ou alors, une jeune maman qui a son bébé dans le bras, peut c'est difficile de changer son bébé de position. Donc, pour pouvoir utiliser la souris, ça va être compliqué. Donc, en fait, l'accessibilité numérique, on a tendance à penser, oui, en priorité, on suit pour les personnes handicapées, mais pas seulement. Nous avons plusieurs handicaps temporaires et situationnels. Et moi, avec ma surdité, c'est un handicap permanent, mais j'ai aussi un handicap temporaire, j'ai la cataracte précoce, qui fait que moi, je ne supporte plus du tout les thèmes clairs. Donc, j'ai besoin d'avoir des thèmes sombres pour pouvoir accéder au contenu numérique. Je sais mon père, je suis en situation de handicap. Donc, vous voyez, nous avons plusieurs handicaps, types d'handicap, le toucher, le physique, la vue, l'audition, la voix et l'intellectuel. Tout ça, ça représente 1 milliard de personnes dans le monde. Et en plus de ça, avec le permanent et situationnel, bon, ça, le chiffre, il augmente. Hein, tout le monde est concerné au final. Alors, Tim Berners-Lee, il a créé Internet. Il a dit la force du web réside dans son universalité. L'accès de tous, soit l'handicap, est un aspect essentiel. Et c'est vrai ce qu'il dit. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des handicaps permanents, situationnels et temporaires qui fait, au final, accéder au site Internet, ça concerne tout le monde. Et quand le site n'est pas accessible, ça rend l'accès à Internet plus compliqué, en contenu numérique plus compliqué. Donc, au final, si on est une partie de la population, le web n'est pas accessible au final à tout le monde. Savez-vous qu'aujourd'hui, en 2024, seulement 5% des sites web sont accessibles. 5%. C'est une moyenne. Web AM, Web in Mind, Web Accessibility in Mind, c'est un organisme qui a scanné 1 million de pages au hasard. Il n'a pas cherché. Et donc, en fonction de 1 million de pages, il a constaté que 95% des pages d'accueil ont des erreurs. 95% des sites ont des erreurs. Ça veut dire que 5% des sites fonctionnent. Donc, ça veut dire que les personnes handicapées, elles doivent trier sur des sites pour trouver un site qui leur est accessible. Et c'est fastidieux pour trouver des sites accessibles. Et souvent, elles tâtonnent à trouver des sites accessibles. Donc, nous avons une responsabilité en tant que professionnels de web de penser à l'accessibilité. Parce que l'accessibilité, au final, ça ne concerne pas les personnes handicapées, mais aussi d'autres personnes. Et nous avons, il y a les normes WCAG, c'est des normes internationales. En France, nous avons des normes françaises qui s'appellent RG2A. Je vais vous parler d'ici quelques instants. Et grâce aux critères d'accessibilité, on peut rendre accessible un site web. Alors, parmi d'entre elles, vous allez voir ici, il y a les plus simples qui empêchent d'accéder au site Internet, qui sont vraiment des erreurs de navigation. La première, les contrastes. Donc, si vous ne respectez pas les contrastes du texte, la couleur du texte avec le fond, ça peut poser problème. Moi-même, ayant la cataracte précoce, je vois tout de suite, je ne vois pas les textes. Donc, les personnes aveugles et malvoyantes,
elles ont vraiment du mal à accéder aux sites qui ne respectent pas les contrastes. Et c'est pour ça qu'il est important de respecter un contraste, un ratio de contraste de minimum 4,5. Et avec ce ratio de contraste, on peut faire des beaux sites, des maquettes avec des couleurs accessibles, des belles maquettes. Il suffit de respecter ce ratio. Ce n'est pas parce que vous ne respectez pas... c'est pas parce que on a tendance à penser à tort et rendre accessible un site, ça rend un site moche. Pas du tout. Et ces contrastes-là, c'est valable aussi pour les affiches, pour les visuels, dans la communication, il n'y a pas pour les sites Internet. Les contrastes ont son importance. Les textes alternativement, donc les images et les affiches qui doivent avoir une description. Et en tant que développeur, on a juste à décrire l'image dans l'attribut alt de la balise HTML. Dans HTML, juste attribut alt. Et là-dedans, vous décrivez l'image. Si l'information n'est pas pertinente, vous ne mettez rien, vous laissez l'attribut vide. Mais si l'information est pertinente, si c'est une affiche avec du texte, ce serait bien de la décrire. Même si c'est une jolie photo avec un joli paysage, donnez de l'émotion aux personnes aveugles qui lisent les images avec leur lecteur d'écran. Et cet attribut alt est aussi présent sur les réseaux sociaux. On a tendance à dire, oui, décrivez vos photos, vos images, grâce à l'attribut alt. Donc, vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux, les LinkedIn, Twitter, Blue Sky, Mastodon, n'importe. Décrivez les images. C'est super important. Vous avez dans les formulaires les étiquettes manquantes. Ça, c'est vraiment le plus fréquent. C'est on a des champs sur les formulaires et le lecteur d'écran, il va restituer édition vide, édition vide, édition vide, bouton validé. La personne aveugle, elle ne va pas savoir où à mettre sur ses champs, vu qu'elle n'a pas l'information. Grâce à l'attribut fort, on met sur le label, la balise label, qui porte le même nom et l'ID de son input, ça va pouvoir restituer le nom du champ. Et là, grâce à un attribut fort, je vais dire nom, édition, vide, prénom, édition, vide, adresse mail, édition, vide, bouton validé. Ça fait toute la différence, c'est juste un attribut. Souvent, on a des liens vides et j'ai une amie qui me dit souvent, je vais sur les liens, souvent c'est une pochette surprise, je ne sais jamais où je vais. Donc, je clique sur tous les liens et je vais là, ah non, c'est pas ce que je veux, je clique sur un nouveau lien. C'est fastidieux quand même. Donc, si le lien n'est pas explicite, il faudrait pouvoir le rendre explicite grâce à l'attribut title et vous mettez sur votre lien. Et si le libellé est déjà présent, ça ne sert à rien de mettre l'information sur le title. Il ne faut pas avoir l'information redondante. Donc, par exemple, un exemple tout simple, si vous mettez ici, par là, ici, tout ça, ce ne sont pas des informations pertinentes et explicites. Si vous voulez mettre l'information pertinente, précisez où va le lien, vers quel site, pour donner l'information à la personne où elle va. Pardon. La même chose pour les boutons. Les boutons, c'est la même chose pour les liens. Même chose, grâce à l'attribut title, il faut préciser à quoi servent les boutons. Et il y a eu un cas où, au moment de valider le formulaire, il fallait faire payer. Et donc, le lecteur d'écran, il va dire bouton, bouton, bouton. Alors, oui, je veux bien, mais quel bouton je dois y aller?
Est-ce que c'est la carte bancaire Visa, PayPal ou Mastercard? Si vous précisez l'information sur l'attribut title, et là, le lecteur d'écran va pouvoir véhiculer les bonnes informations en disant bouton PayPal, bouton Visa, bouton Mastercard. Ça fait vraiment toute la différence. Et enfin, la lance du site, mine de rien, c'est le truc le plus répandu, c'est on vous crée des sites internet avec des frameworks JavaScript, React, Vue.js ou en Angular, n'importe. On vous crée projet par défaut, la langue est en anglais. Et donc, le lecteur d'écran va vous réaliser le contenu du site en anglais avec un accent chelou, avec les termes français. Autant vous dire que c'est totalement incompréhensible. Donc, c'est vraiment important de changer la langue du site sur la balise HTML au tout début. Et s'il y a des erreurs, c'est tellement simple à appliquer en tant que dev. On peut faire la différence. Bien sûr, il y a des interfaces riches, il y a des interfaces plus compliquées à implémenter, mais si vous pouvez commencer par là, ça peut déjà rendre service à une grande partie de la population handicapée. Mais de rien, ça fait toute la différence. C'est pourquoi il est important de respecter les RG2A. Donc, le RG2A, c'est référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Et vous pouvez retrouver sur le site accessibilité.numérique.ouv.fr, sur le site officiel du gouvernement, dont vous explique ce qu'est l'accessibilité numérique avec les critères. Il y en a une centaine. Je sais, ça peut être fastidieux, mais c'est nécessaire. Ça va répondre à l'ensemble des besoins pour rendre accessible un site Internet à tous et toutes. Et, pardon. Et c'est rangé par thème, ce soit les images, pour les tableaux, pour les formulaires. Ça peut vraiment vous aider. Et aussi, il y a des explications sur chaque critère, comment faire. Donc, vraiment, c'est une belle référence pour pouvoir faire ça. Et aussi, il y a un lien officiel pour le Luxembourg, pour ceux qui viennent de Luxembourg. Alors, il y a aussi Tim Chamberlain-Lee qui disait on a conçu le site web à l'époque. Il y avait le HTML, le CSS et un peu de JavaScript. À l'époque, c'était accessible à tous et toutes. Donc, c'était pas. On s'est dit, voilà, avec tout ce qu'on a, ça peut être facile à rendre accessible. Seulement, aujourd'hui, on a perdu l'origine de ce qu'était le web. Et Tim Chamberlain disait, on a lancé le web, on s'est dit, voilà, on a lancé le web comme ça, mais on n'est pas allé plus loin en informant les personnes de la tech comment rendre accessible les sites web. Et du coup, la sémantique HTML, la base du HTML se perd aujourd'hui. Et ce n'est même pas enseigné correctement dans les formations, dans les écoles. Et on milite aujourd'hui pour justement, c'est les balises HTML que je vous ai montrées là, qui sont faciles à implémenter. Et c'est nécessaire de revenir un peu aux sources. On a l'habitude que ça soit fait, tout est fait, mais il y a des choses qu'on doit implémenter nous-mêmes. Et dit la loi. Alors, vous êtes au rang, il y a une loi qui permet de rendre accessible les sites web, mais la loi, elle n'est pas suffisamment appliquée. La loi, elle existe depuis 20 ans. Donc, l'année prochaine, ça fera 20 ans. Il y a la loi 47, l'article 47 de la loi du 11 février 2005 pour les administrations, pour les services publics. Et en janvier 2024, les impôts ne sont pas tout à fait accessibles. Donc, autant vous dire qu'il y a des progrès à faire. Ensuite, on a ajouté l'article 106 de la loi de 2016 pour une république numérique qui dit les organismes
délégataires de mission publique ainsi que les entreprises privées ayant un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros doivent être accessibles. Là, on a mis une amende, mais complètement dérisoire pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Et aujourd'hui, très peu de cibles, je vous l'ai dit, 5% des sites web sont accessibles. Donc voilà, la loi n'est toujours pas appliquée. Et on a ajouté un nouveau décret pour étendre l'obligation d'accessibilité en 2023 aux entreprises privées ayant un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros et à d'autres services numériques à partir de 2025. C'est à partir de l'année prochaine. Alors déjà, la loi qui existe depuis 20 ans, c'est toujours pas bien appliqué. En plus de ça, à partir de 2025, ça doit être obligatoire avec des amendes de 25 000 euros, voire 50 000 euros en cas de récidive. On veut dire que ce n'est pas grand-chose face à des grandes entreprises, mais ça peut être impliqué pour les petites entreprises. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous ne respectez pas la loi, vous excluez une partie de la population. Si vous respectez la loi, vous excluez une partie de la population. Et j'ajouterais, pour les sites commerciaux, si vous rendez accessible vos sites Internet, vous générez des chiffres d'affaires. En plus, en France, on est en même 12 millions de personnes handicapées. Donc, vous ferez au plus de chiffre d'affaires potentiel si vous rendez le site accessible. On parle d'argent, c'est ça qui convainc les gens, malheureusement. Alors, comment s'y mettre à l'accessibilité numérique? Il faut se former, bien évidemment. C'est important de se former, de s'enseigner sur l'accessibilité numérique. Et les super établissements des agences dédiées à l'accessibilité numérique qui sont là pour vous former. Et ça ne concerne pas eux, les développeurs et développeuses. On peut former aussi les chefs de projet, les designers et designeuses, les équipes de projet, de tous les métiers du web. Ça concerne tout le monde, tous les équipes. Si vous pensez à l'accessibilité dès le début du projet, en impliquant tout le monde, tout le monde de l'équipe, de A à Z, vous rendez un site accessible. Et pour ça, ça nécessite de se former auprès des agences agréées. Et vous pouvez même passer des certifications. Après être formé, vous sensibilisez vos équipes. En sein des chichodos, ce que je fais, je sensibilise mes collègues. Et parfois dire, n'oubliez pas l'accessibilité, vous savez, maintenant, je vous ai appris des choses. Mais c'est important, je peux paraître pour une lourdin, mais c'est important pour moi de rendre accessibles les sites web à tous et toutes. Donc vraiment, c'est important de sensibiliser les équipes. Je sensibilise aussi mes clients. Dire, voilà, l'accessibilité numérique a son importance. Et comme je disais, c'est important d'y penser dès le début du projet, pas à la fin ni au milieu, parce que si vous le faites à la fin, vous serez obligé de tout essayer et de repasser. Et du coup, ça va vous coûter plus cher. Alors, si vous intégrez l'accessibilité dès le début en intégrant l'accessibilité dans le budget dès le début, ça vous coûtera moins cher que si vous le faites à la fin. Et c'est aussi important de faire la veille, de se tenir au rang de l'accessibilité numérique, et de ce qui se passe, les évolutions des nouveaux balises HTML. Par exemple, saviez-vous, et maintenant, avec les dialogues, la nouvelle balise dialogue en HTML est totalement accessible. Il n'y a plus besoin qu'on le fasse nous-mêmes, trafiquer des trucs, faire des trucs super compliqués. Donc, c'est important de faire la veille pour se tenir au rang de ce qui se passe au niveau de l'accessibilité numérique. Alors, je sais, c'est là où vous allez me dire, mais l'IA, elle peut faire son taf. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut rendre accessible les sites web?
D'après vous? Non. En tout cas, pas aujourd'hui. Hein. Même si l'intelligence artificielle a fait beaucoup de progrès, je ne nie pas. Moi-même, j'utilise l'intelligence artificielle pour suivre les conférences, pour les sous-titres automatiques. Vous m'avez sûrement vu avec ma tablette en train de lire les sous-titres automatiques pour suivre vos conférences. Ça m'aide énormément, mais il y a parfois des erreurs. Alors, rendre accessible un site web, c'est un peu plus compliqué. Si je vous ai parlé de fait 5% des sites web sont accessibles, alors si vous prenez par exemple Copilote de GitHub, qui va scanner tous les projets sur l'écosystème de GitHub, combien d'après vous sont accessibles? C'est une toute petite partie. Alors, et avec ça, l'IA va savoir rendre accessible un site web. Pas du tout. Et c'est pas faute d'essayer. Avec beaucoup d'experts et d'expertes en accessibilité numérique ont testé. Ils ont demandé à ChatGPT, ils ont demandé à Gemini, à Mistral et tout ça. Rends-moi un site accessible. Ça n'a pas vraiment très bien marché. Donc on est loin de pouvoir rendre accessible un site web. La seule solution, c'est mettre les mains dans le code pour rendre accessible un site web. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser les tests automatiques pour détecter des erreurs d'accessibilité numérique. Il vous manque un test alternatif dans les images. Les boutons, les liens ne sont pas labellisés. La langue du site n'est pas la bonne. Tout ça, vous pouvez établir un certain nombre de règles dans les tests automatiques pour vous alerter, parce qu'on est humain, on peut oublier. Moi-même, la première, je peux parfois oublier de mettre un @ sur mon image. Donc, en final, vous pouvez même vous aider par de l'intelligence artificielle pour vous aider à détecter des erreurs. L'accessibilité numérique ne devrait pas considérer comme une option. On ne doit pas y penser après coup. Moi, j'ai souvent eu des remarques. Oh oui, enfin, l'accessibilité, on verra ça plus tard, c'est pas urgent, mais tu vas. Parmi nos clients, il n'y a pas de personnes handicapées. Mais savez-vous, je ne vous l'ai pas dit, mais 80% des handicaps sont invisibles. Comment vous pouvez savoir qu'un de vos clients sont concernés par le handicap? Ça ne devrait pas être une option. Ça devrait être un droit fondamental. Tout le monde a droit à accès à Internet, a un droit à accès au contenu numérique. Si vous considérez l'accessibilité est une option, vous excluez une partie de la population. Là où Internet est censé nous fédérer et non pas exclure, c'est important. Et je vais citer aussi la loi de Conway, qui dit que les organisations qui conçoivent des systèmes sont en train de produire des conceptions qui sont des copies de leur structure de communication. Ça veut dire quoi? C'est la loi officielle, mais moi-même, il a fallu du temps pour comprendre ce que ça voulait dire. En fait, on construit les produits inclusifs, c'est à l'image de l'entreprise. Si les équipes sont diversifiées, alors on va construire des produits inclusifs. Si les équipes ne sont pas diversifiées, alors les produits ne seront pas inclusifs ni accessibles. C'est pour ça que je dis que c'est important d'embaucher les personnes handicapées, les personnes issues de différentes minorités, embaucher les femmes dans vos équipes pour rendre les produits inclusifs. Par exemple, on parle beaucoup de ce que font Microsoft et Apple en termes d'accessibilité, parce que dans leurs équipes, ils ont des profils très, très variés. Et tout le monde utilise les iPhones et tout le monde utilise Windows parce que, justement, il y a beaucoup de fonctionnalités accessibles pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir accéder au contenu. En contraire, je vais citer malheureusement Twitter X,
Au départ, Twitter était vraiment très accessible aux personnes handicapées, mais en virant les équipes d'accessibilité, on a vu l'accessibilité des réseaux sociaux se détériorer. Parce qu'il n'y a plus personne qui est là pour dire faites attention à l'accessibilité, faites attention à un certain nombre de choses. Il y a aussi le produit Sonos. L'application Sonos qui permet de réunir tous les apps de streaming. Et il y a beaucoup de streaming audio, il y a beaucoup de personnes aveugles et malvoyantes qui utilisent Sonos parce que justement, ça est accessible. Et un jour, Sonos a mis une nouvelle mise à jour dans leur application qui a rendu totalement l'application inaccessible. Et les personnes aveugles et malvoyantes qui utilisaient Sonos ne pouvaient plus utiliser Sonos. Et dans ces HIP, avant, il y avait des personnes qui étaient chargées d'accessibilité qui permettaient de rendre accessible Sonos. Ben, ces personnes-là, ils ont été depuis temps Sonos et plus personne maintient l'accessibilité. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de penser à la diversité de vos équipes, de penser au fait que les produits peuvent aider énormément de personnes. Et si du jour au lendemain, vous rendez l'application totalement inutilisable parce que vous n'y avez pas pensé, ça pose problème. Et c'est ça la loi de Holloway. J'aime bien terminer cette conférence en disant Nothing about us without us. Rien sur nous. Sur le hand qui vient des États-Unis, un cri de ralliement des personnes handicapées qui veulent. On sollicite les personnes handicapées pour créer les produits inclusifs. Parce que si vous concevez des produits sans les personnes handicapées, comment pouvez-vous savoir si les produits vont être inclusifs, vont aider la communauté? Tout l'adage, rien sur nous, sans nous. Parce qu'on voit beaucoup de fonctionnalités qui sont « Waouh, ça va aider les personnes handicapées », mais quand les personnes handicapées utilisent les produits, ben non, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment l'importance sur embaucher les personnes handicapées dans la tech pour vraiment construire des produits inclusifs et accessibles. Et aussi, voire même au-delà de la tech, pour faire les tests utilisateurs, si vous rendez des sites accessibles, n'hésitez pas à solliciter les associations de la communauté pour vous assurer si les normes d'accessibilité sont respectées, s'il n'y a pas d'erreur d'accessibilité sur vos produits. Donc, en fait, c'est ensemble que nous pouvons faire avancer les choses. Donc, au-delà de fait, oui, on manque de femmes dans la tech, mais on manque aussi de personnes handicapées dans la tech. C'est mon message. Merci beaucoup. Alors, il reste du temps pour les questions. Je suis sourde. Vous allez vous demander sûrement comment vous allez faire pour vous poser les questions. Vous pouvez les poser vos questions en scannant sur Slido. Et moi, je vais pouvoir lire vos questions parce que je ne vais pas vous demander de venir sur scène pour que je puisse lire sur vos lèvres. Je ne vous garantis pas, je vous comprends, même si j'ai des super appareils. Et je vais pouvoir lire vos réponses sur l'application. Donc, vous avez du temps. Et c'est totalement anonyme, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, je vous rassure. Vous n'ayez pas peur. Alors, voilà. Alors, quels sont les organismes de formation à l'accessibilité? Donc, nous avons plusieurs organismes, Access R2, qui vraiment délivre des certifications de 3 jours, donc Access R2, qui est très bon organisme de formation. Vous avez aussi Temesis,
Vous avez aussi Tana Oru. Vous avez, il y en a beaucoup, il y a Ozaps. Attendez, je vais vous les écrire parce que moi, avec mon accent de donc, vous avez SS 42, on aura Tana Oru, Témésis, talent. Donc voilà, c'est vraiment des organismes qui me viennent à l'esprit. Donc, vous pouvez voir, il y en a pas mal, des agences d'accessibilité. Question suivante. Ah, j'ai perdu la page. C'est pas grave. Hop. En est-on le taux d'emploi de personnes handicapées dans la tech? Dans la tech, non. Je n'ai pas. Ça, c'est vraiment. Non, il n'y a pas de chiffre officiel dans la tech. Par contre, le taux d'emploi des personnes handicapées au chômage en France, c'est le double. Donc, on a 12% de personnes handicapées qui sont en chômage, entre 6% de la population française. Donc, c'est vraiment énorme. On a aussi, est-ce que le fait qu'il y ait peu de personnes avec des handicaps dans la tech, c'est lié au manque d'accessibilité dans l'information? Très bonne question. Oui. Ben oui, moi-même, pour suivre les formations, je vous avoue, j'ai un peu galéré pour suivre les études d'ingénieur. Et c'est vrai que c'est là où il y a une problématique. De fait, il y a très peu de formations qui sont accessibles aux personnes handicapées. Et c'est pour ça qu'on milite aussi pour les formations à l'école, que ce soit accessible. Et c'est vraiment quelque chose. Il y a aussi le fait, il y a la loi qui garantit l'égalité des chances, qui dit les universités, les écoles, ils ont pour obligation de rendre accessibles les cours. En théorie, en pratique, c'est plus compliqué ça. Il existe des référentiels d'accessibilité pour les applis mobiles. Oui. Oui, il y a des sites dédiés à... Il y a des référentiels d'accessibilité pour les développements mobiles. Ce que je vous ai dit, là, c'est pour les sites web, mais il y a effectivement aussi pour les applis mobiles qui ont différemment, mais c'est les mêmes façons de rendre accessible. Qui dans ça se sent plus à l'aise de poser cette question à l'écrit? Ben voilà. L'accessibilité pour tous et toutes. Voilà. Merci pour ta présentation. La loi oblige-t-elle aussi d'être 100% aux formes ou c'est juste avoir la déclaration d'accessibilité? Très bonne question. Alors, c'est juste avoir la déclaration d'accessibilité. Donc, en fait, il y a une conformité, un taux de conformité qui dit, sur les sites vous disent, voilà, l'agence auquel vous allez faire un audit d'accessibilité va vous dire que le site est conforme à 25%, 50%, 61%. Et c'est vraiment très rare. Et des sites qui sont accessibles à 100%. En grande majorité des sites auxquels on peut y retrouver entre 50 et 70%. Bon, c'est... Mais 1% des sites accessibles sont-ils en nu? Pourquoi ces entreprises ne sont pas mises en avant, citées en exemple? Oui, c'est une bonne question. Alors, je vais vous montrer un site qui s'appelle de l'Observatoire. Alors, Observatoire. Donc, je vais vous mettre en clair, ce sera plus simple.
Voilà, donc il y a les données. Donc ça, c'est l'association Au Valentin qui fait cet observatoire en France et qui vous dit les données par secteur, entité et par filtre. Mais il n'y a pas de site officiel. Enfin, voilà, vous trouverez plein de sites qui ont été audités, qui vous dit, voilà, tu sois accessible. Et après, entre personnes handicapées, on nous donne des astuces des uns et des autres pour dire, voilà, j'ai testé ce site, ça fonctionne pour moi, peut-être que tu peux l'utiliser. Il faut savoir, chacun a des besoins différents des uns et des autres. Donc, tout le monde n'est pas logé au même enseigne en termes d'accessibilité. Voilà, je crois avoir répondu à toutes les questions. Ou alors, ah oui, il y a le bouton en bas. Et penses-tu de l'usage qui est fait aujourd'hui de ARIA? Oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de ARIA. Donc, ARIA, qui sont vraiment des attributs HTML spécifiques à l'accessibilité pour les lecteurs d'écran, qui a vraiment son utilité. Mais ça, c'est un niveau au-dessus, parce qu'il y a une règle qui dit, si vous ne savez pas vous servir d'ARIA, abstenez-vous. Parce que si vous utilisez mal ARIA, ça peut avoir des conséquences dans la navigation de l'usage des lecteurs d'écran. Donc, pour en être ARIA, il faut suivre des formations sur l'accessibilité numérique. Et vraiment, ça reste nécessaire. Et une dernière question. Comment inclure les personnes avec un handicap autre sensoriel, handicap mental par exemple? Alors, le handicap mental, vous avez le facial à comprendre, le fait qui permet justement de mettre en avant des textes, de retransformer des textes en langage simple, compréhensible par tout le monde. Et ça, vous pouvez trouver les références du FAI sur le site officiel du gouvernement qui vous explique comment mettre en place le FAI, juste pour expliquer, voilà, comment rendre accessible les contenus numériques aux personnes qui ont un handicap mental. Voilà, donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir, à poser des questions sur Indie, je reste joignable, tout ça. Merci beaucoup d'être venu m'écouter.